face à la réalité. Vous êtes lesbienne. Not all queer. Oh là là, c'est la décadence. Not all queer. La décadence. Not all queer. Et salut tout le monde, c'est Scandale et ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Not All Queer, le podcast par des personnes queer et qui aborde des thématiques queer. Alors pour ce deuxième épisode, comme pour le premier, je ne suis pas seul mais je suis accompagné de Sacha Rosalis Love. Bonjour Sacha. Bonsoir. Je suis également accompagné de Coco Chapeau. Salut Coco. Coucou. Alors, il s'en est passé pour Not All Queer depuis le premier épisode. Oh là 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 là, franchement. On peut dire qu'on n'a pas chômé, hein. On en est à quoi 2 drag shows pour nous toutes, plus 2 autres pour Coco Chapeau et un pour moi. Ça commence à faire du boulot tout ça, hein. Vraiment, je sais pas, vous qui nous écoutez, si vous nous suivez ou pas sur les réseaux sociaux, sur Insta c'est Not All Queer, franchement ne loupez pas ça, on met plein de choses dessus. Voilà, faut aller voir. Sacha, météo du jour, ça donne quoi de ton côté ? Alors, météo du jour, je dirais ciel dégagé, quand même une petite grisaille à l'horizon, très fatiguée, comme dit, on a un planning très chargé ces derniers jours, donc oui, voilà. Ok, et pour toi Coco Chapeau, qu'est-ce que ça donne la météo aujourd'hui ? Oh là là. Fatigué aussi. 2 semaines très intenses, mais ça va bien. Globalement, ça va. À part la fatigue, ça va bien. Ok, et en termes de météo, du coup, parce que la fatigue, c'est pas quelque chose qu'on voit dans le ciel. Ah bah, on est sur un ciel bas et ciel nuageux bas d'automne. Voilà. Avec de l'humidité et de la fraîcheur. C'est bien, tout le monde va bien. Merveilleux. Et toi, Scandale ? Ma météo du jour, je vous rejoins dans des tons très automnaux, un peu d'humidité, de fraîcheur, mais derrière les nuages, on sait qu'il y a un grand soleil qui brille. Voilà, il suffit de traverser l'horizon, je pense, peut-être, si on a de la chance. C'est pas l'horizon qu'on va traverser ensemble, les filles, aujourd'hui, mais c'est une discussion dont on a décidé qu'elle porterait sur la question du rapport au corps. Vaste question, alors petit content warning quand même pour les personnes qui nous écoutent, étant donné qu'on va parler du corps, on va probablement parler de complexes corporels, de dysphorie de genre, on va sans doute parler de troubles alimentaires et de tout un tas de choses. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus. Pour commencer, j'aimerais bien vous poser la question de savoir comment la question du rapport au corps a été un sujet à un moment donné dans vos réflexions personnelles et par quel biais est-ce que ce sujet s'est imposé à vous dans vos trajectoires, peut-être Sacha pour commencer ? Alors, pour ma part, j'ai toujours eu un rapport très conflictuel avec mon corps depuis toute jeune. J'ai eu beaucoup de problèmes de poids, en fait, problèmes de poids si on veut. J'étais obèse quand j'étais très jeune. Ça m'a suivie jusqu'à mes 12-13 ans, on va dire. Et à partir de là, j'ai commencé à développer un look très androgyne, un aspect très androgyne, chose qui m'a ramené beaucoup de jugements aussi. J'ai créé des complexes par rapport à mon poids, même si le problème d'obésité était réglé. C'est quelque chose qui est toujours resté en fait, et j'ai beaucoup d'autres complexes malgré les apparences que je peux renvoyer, mais oui, c'est quelque chose dont je deal tous les jours depuis toujours et j'essaie de faire abstraction ces temps-ci. J'arrive à un petit peu mieux dealer, mais c'est toujours derrière, ça me suit. Coco Chapeau, pour toi, comment est-ce que la question du rapport au corps s'est posée comme un sujet de réflexion dans ton parcours ?
Je pense comme énormément de personnes, ça s'est cristallisé vraiment à partir de l'adolescence jusqu'à encore aujourd'hui. Il y a quand même un rapport au corps dans l'enfance et je pense qu'il impacte tout autant. Maintenant, est-ce que c'est conscientisé de la même manière et dans un rapport qui est le même qu'à l'adolescence? Je ne pense pas parce qu'il y a quand même énormément de choses qui se cristallisent à ce moment-là avec la puberté, mais aussi avec le retour qu'on a sur soi-même, le rapport aux autres. Je pense que c'est vraiment à l'adolescence qu'il y a ce virage qui se fait. Maintenant, enfin en tout cas pour ma part, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille non plus. Même si j'avais pas spécialement à mon endroit j'ai pas vécu de brimade vis-à-vis de mon corps. C'était plus vis-à-vis de mon identité de genre et mon identité d'orientation sexuelle. Maintenant, le corps, ça a plus été un rapport de moi à moi, je dirais. Enfin, de moi à moi, je m'entends, c'est-à-dire que les complexes ou autres, il y a quand même un fait de société, parce qu'on est quand même dans une société qui invective énormément sur le corps, et du coup, ça impacte forcément, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir de brimade ou de discrimination à cet endroit-là. Après, ça ne m'a pas empêché de développer des complexes, etc. Et pareil, de dealer avec ça et d'évoluer avec ça. Alors c'est intéressant parce que toutes les deux, vous avez employé un terme qui est revenu dans l'un et l'autre de vos discours. C'est celui de complexe. Comment vous caractériseriez ce que c'est qu'un complexe au niveau du corps? C'est quoi la définition que vous donneriez au fait d'être complexé? En tout cas, dans la façon dont vous l'avez vécu. Est-ce que c'était vraiment par rapport au regard des autres? Est-ce que c'était par rapport à vos propres exigences vis-à-vis de vous? Comment ça s'est joué pour vous? Sacha, peut-être? Pour ma part, c'était vraiment un peu des deux. Le rapport avec les autres et également ma vision de moi-même par rapport à mon corps. Pour moi, j'ai toujours vécu complexée par mon corps, par beaucoup de choses, mon poids, ma pilosité, enfin, vraiment beaucoup de choses. Des choses qui ont été soulignées par les gens qui m'entouraient, des choses que moi-même, je ne sentais pas comme pas appartenir à mon corps ou pas... Je sais pas comment expliquer ça. T'avais l'impression que ton corps ne reflétait pas qui tu étais à l'intérieur? Exactement, ouais, exactement. Après, j'ai compris par la suite que c'était aussi... Ça faisait partie de la dysphorie de genre. J'ai appris le terme, en fait, plus tard, avec ma transition également. Mais oui, tous ces complexes physiques m'ont bloqué pendant toute mon adolescence, ma préadolescence aussi. C'est quelque chose qui m'a ruiné la vie, et je me ruinais la vie à moi-même parce que même si on ne me le soulignait pas par des personnes extérieures, c'est moi-même qui dans ma tête me faisait toute une phobie en fait de mon propre corps. Comme je le disais avant, j'ai été obèse pendant une petite période de ma vie. C'est quelque chose qui m'a suivie et qui me suit encore, même si aujourd'hui je suis consciente que je suis mince et que je suis très loin d'être obèse, mais dans ma tête j'ai toujours cet automatisme en fait. Dès que je prends 1 kilo en trop ou que j'ai l'impression que j'ai le visage gonflé, ça me fait partir tout de suite sur mes complexes et je le vis très mal, très très mal. Et ça peut aller jusqu'au point où je me dis non, aujourd'hui, je peux pas sortir en fait. Je peux pas me montrer aux gens de cette façon-là. Et là encore, ça revient aussi pas forcément au poids, mais aussi à d'autres aspects. Par exemple à la pilosité, qui est quelque chose qui m'horripile en tant que femme transgenre. Mais après j'essaie de rationaliser la chose et de me dire que c'est un process et que voilà, il y a des femmes cisgenres qui ont des problèmes également de pilosité. C'est comme ça pour tout le monde, mais c'est vrai que ça me pourrit un petit peu la vie, mais j'essaie de faire abstraction.
Coco, pour toi, ça revient à quoi d'être complexé? Même question pour Sacha. Est-ce que les complexes que tu as pu avoir au niveau corporel, tu as l'impression que ça se faisait vraiment vis-à-vis du regard des autres ou vis-à-vis des critères que tu as toi-même et que tu avais l'impression de pas remplir? Sur quel plan ça a pu s'établir? Euh, j'ai pas spécialement eu effectivement de... Enfin, je pense qu'on en a tous des injonctions sur l'apparence sans même qu'on s'en rende forcément compte. Mais disons que consciemment, j'ai pas eu effectivement de personnes extérieures qui vont commenter ou impacter mon apparence, si ce n'est dans le fait qu'elle soit pas comme je suis et j'étais perçu comme homme, j'étais pas assez dans les codes masculins, assez viril. Donc ça, c'était plus sur des attitudes. Mais à propos du corps en soi, je rentrais globalement dans les critères de beauté de notre société. Donc ça, j'ai pas eu de brimade à cet endroit-là. Mais ça ne m'a pas empêché à certains endroits de développer des complexes. Petit à petit, enfin même avant de prendre conscience de ma transidentité, mais comme tu l'as dit Sacha, c'est des choses où on n'a pas forcément les mots dessus, mais en fait, et on n'en a pas forcément pleinement conscience, mais c'est des choses qui sont déjà là, qui nous impactent déjà là, surtout à l'adolescence, où effectivement, moi aussi, quand ma pilosité a commencé à naître, ce qui était normal pour, entre gros guillemets, un jeune homme, je me souviens, une fois, ça commençait ça poussait, quoi, et puis j'étais en short, et ma mère m'a dit « Ah, tu commences à avoir du poil aux jambes ». Mais c'était dit sans aucune... c'était juste une constatation. Il n'y avait aucun... Et en fait, juste cette phrase m'a bloqué. J'ai fait un blocage dessus, alors que c'était pas du tout une... c'était un commentaire, mais il n'y avait rien de malveillant derrière. Et j'ai mis plus d'une dizaine d'années à pouvoir me remettre en short. Et les premières fois où je l'ai fait, c'était quand je m'épilais les jambes. Et il m'a fallu encore plus longtemps pour pouvoir me remettre en short ou en pantacourt, même quand j'étais pas rasé ou épilé, quoi. Donc c'est plein de petites choses comme ça où en fait il y a, je sais pas comment expliquer, il y a quand même un point de l'entourage qui renvoie une image, mais c'était plus d'un rapport de moi à moi et de la manière dont moi je me sentais par rapport à ça. Il y a aussi une énorme pression systémique sur l'apparence, de par les publicités, de par les réseaux sociaux, on connaît tous ces nœuds-là dans lesquels on est pris, et c'est vrai que du coup, il y a pour la masculinité le fait d'avoir des muscles, mais quand même d'être athlétique et quand même mince. Pour les personnes sur le spectre féminin, justement, il y a le fait de ne pas avoir de poils, il y a toujours ce culte à la minceur qui revient et qui est même bien plus appuyé. Enfin, voilà, on baigne quand même tous là-dedans. Et moi, je n'ai jamais vécu de grossophobie parce que ayant toujours été mince, donc je vais pas parler sur ce point-là parce que je l'ai pas vécu, mais il y a ce culte de la minceur et de l'apparence très stéréotypée qui fait que quand on est par contre quand on est queer, quand on est en dehors de ces normes-là, c'est très compliqué de se positionner, de s'en dépêtrer, et je pense que c'est aussi principalement ça qui fait que ça génère des complexes, que ça peut générer même des choses beaucoup plus graves en fait. Sacha, je vois que tu réagis à tout ce que dit Coco Chapeau, notamment à son anecdote sur les shorts ou ce genre de choses. C'est quelque chose dans lesquels tu t'es retrouvé, toi Oh oui, oh oui. Moi, toute mon enfance a été très compliquée à ce niveau-là parce que, bon, parlant de pilosité, effectivement, moi j'ai eu malheureusement une pilosité assez développée. Je me souviens encore au lycée quand j'étais en cours de sport et que j'avais mis un short et qu'on m'appelait le Yeti. Et ça m'a marqué toute ma vie. Les joies des cours de PS. Voilà, exactement.
Et du coup, je n'ai plus mis de shorts et je n'en mets quasi jamais. Enfin, depuis que effectivement je m'épile et que ma pilosité est quelque chose qui se règle petit à petit avec la prise d'hormones, je suis plus à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours mis très mal à l'aise. Et alors, j'ai toujours eu un physique très éclectique, j'ai envie de dire. J'ai toujours eu un aspect très androgyne, mais à partir de la puberté, j'ai commencé à avoir justement cette pilosité qui se développait. Et en primaire, du coup, j'étais obèse, hein, littéralement, et on m'appelait la grosse fille parce que j'avais également de longs ongles. Et du coup, on se moquait de moi par rapport à mon poids et mon aspect androgyne. Et c'est des choses vraiment qui sont restées et qui m'ont marquée et qui m'ont complexée en fait sur la suite. Je me souviens également, après c'était ma famille, mais ils l'ont pas fait de façon à me traumatiser sur le long terme, même si c'est un petit peu le cas. Mais je me suis pris beaucoup de reproches, beaucoup de jugements, beaucoup d'insultes. Je pourrais en citer, hein. Gros lard, grosse fille, le clown, quand j'ai commencé à avoir un aspect un peu... quand j'ai commencé à me chercher et à avoir un look très original, on va dire. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué, qui me complexe dans la vie de tous les jours, toujours aujourd'hui encore. Même si beaucoup de choses ont l'air plutôt réglées maintenant, ça reste quand même, toujours, encore. Des jours où je me sens pas forcément bien dans ma peau et tout ça revient. C'est assez perturbant. Mais oui. Et toi, Scandale, sur le sujet, pourrais-tu également en parler Ah waouh. Oui, 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 oui. Bah en fait, il y a une des choses qui m'a marqué dans tout ce que vous avez dit là, c'est que vous avez parlé de difficultés qui se sont réveillées pour vous à l'adolescence et qui, bon, allez, on va pas dévoiler forcément notre âge, mais l'adolescence est passée depuis un petit moment pour nous, on va pas se mentir, c'est derrière nous, et pourtant, bah, vous ciblez bien le fait que quand bien même tout ça, ça date, quand bien même notre corps est arrivé à une forme de... Pas d'aboutissement, parce que le corps se transforme toujours particulièrement quand on est partie prenante de sa transformation, mais les complexes propres à l'adolescence ont beau être derrière nous, j'ai l'impression qu'on reste poursuivi par ce genre de choses. Et là, c'est quelque chose où je me retrouve beaucoup, parce que moi, la question du corps s'est posée extrêmement tôt, un peu comme vous... au moment de la puberté en fait, mais j'ai eu moi des gros soucis de troubles alimentaires, j'ai eu 5 années d'anorexie extrêmement sévère depuis un peu avant le lycée jusqu'à après. Je suis arrivé à Strasbourg à peine 19 ans, je pesais 36 kilos, enfin c'était pas beaucoup, et depuis un moment après quand même, voilà, les phases anorexiques reviennent, quand bien même il y a des périodes d'accalmie, ça reste une lutte. Un repas, c'est jamais anodin, le fait d'aller manger avec des amis, c'est jamais anodin, etc., etc. Donc je me retrouve parfaitement dans ce que vous dites. Une des choses qui, moi, m'a vraiment sauvé à ce niveau-là, je pense, ça a été de m'approprier mon apparence, comme je le voulais. Et avec vraiment, je suis obsessionnel là-dessus, mais pour moi, la question centrale dans ma vie, c'est celle de la liberté. Et avec la plus grande liberté possible, y compris si je faisais des choix, mais complètement par moment. Je vois des vieilles photos, je me disais, mais pourquoi je suis allé dans des excès pareils. Et pourtant, en termes de look, en termes de gestion de l'apparence, en termes de piercing, de tatouage, toutes les façons que j'ai pu avoir de modeler mon corps à ma façon ont été vraiment bienvenues et m'ont toujours permis de calmer, ne serait-ce que pour un temps, les difficultés que je pouvais avoir avec mon image. Alors du coup, j'aimerais bien savoir si pour vous ça a été pareil, si le fait de vous approprier votre apparence, que ce soit par les vêtements, par la modification corporelle ou par le maquillage, ça a été une manière pour vous de dépasser un peu tout ça ou de calmer un petit peu ces démons intérieurs liés à votre corps. Coco ? Oui. Moi, il y a
plusieurs choses qui ont aidé à calmer les complexes que je pouvais avoir et même certains troubles que je pouvais avoir. Comme tu l'as dit, c'est des choses, il y a des périodes d'accalmie et d'autres périodes où c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Mais moi, ce qui m'a aidé dans un premier temps, ça a été le tatouage. Alors, je dis pas qu'il faut se... Enfin, je fais pas... j'incite pas les gens à se tatouer. Tatouez-vous. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que, en fait, c'est pas tant en fait de cacher le corps, le tatouage. C'est le fait de le sublimer, de le décorer, Donc c'est en fait, étrangement, ça a mis en avant, parce que la zone tatouée est remarquable, donc ça met en avant la partie du corps, mais en même temps, ça la transforme et on y met quelque chose qui nous parle, qui nous plaît, qui en fait nous va inverser le processus, c'est-à-dire qu'au lieu de détester cette partie, on va finir par l'aimer, parce que dessus, on aura mis quelque chose qui nous plaît, qu'on trouve esthétique, qui vient modifier cette partie-là. Est-ce que tu dirais que finalement, ça a été pour toi une manière de... quelque chose qui, à la base, t'a été imposé, à savoir ton corps, bah, t'as décidé d'en faire quelque chose qui, toi, te correspondait, en fait, de le mettre à ton image et non pas de juste le subir? Bah, en fait, avant le tatouage, et je pense que, bah, en fait, il y a une partie... je suis pas psychologue, mais je pense qu'il y a une partie du fait de tomber dans certains troubles, que ce soit les TCA ou autres, qui en fait nous permet de reprendre un contrôle sur un corps qu'on ne maîtrise pas, puisque le corps, on l'a pas choisi, et en même temps on a toutes ces injonctions au corps qui font que ça crée des complexes, et on essaye de dealer avec ça et de reprendre le contrôle. Moi, j'ai essayé pendant longtemps d'avoir ce contrôle-là sur lui sans y parvenir totalement. Et c'est vrai que le tatouage, ou en tout cas ces biais de plus esthétiques, on va dire, de transformation, font passer le contrôle du corps par un autre prisme qui est beaucoup moins frontal et qui est sur un prisme du beau, en fait, de la valorisation, plus que par le levier de la dépréciation, en fait. On n'est pas dans une lutte, on est dans une réappropriation. Et donc, du coup, pour moi, ça a été beaucoup plus efficace. Alors, ça règle pas tout, mais ça m'a aidé, et ça continue de m'aider, à apprécier mon corps de plus en plus. Et ce qui m'a aussi aidé à mon endroit, c'est justement les réseaux sociaux, étrangement. Où d'un côté c'était un des piliers qui m'a rendu complexe avec toutes les vidéos qu'on peut voir, etc. Et d'un autre côté, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à des posts et à suivre des comptes beaucoup plus militants, engagés, politiques, etc., avec toute cette mouvance justement qui lutte contre les injonctions au corps, contre les stéréotypes, etc. Bah, en fait, avoir justement d'autres corps différents qu'on n'avait pas l'habitude de voir à une certaine époque, encore aujourd'hui, mais ça commence quand même petit à petit, et c'est génial de pouvoir se montrer, mais en fait, c'est aussi un levier qui m'a aidé, c'est-à-dire d'avoir des représentations de corps divers, beaux. Et du coup, ça renvoie à son propre corps et de se dire, bah, en fait, tous les corps... Enfin, c'est démago, mais tous les corps sont beaux, etc. Mais le fait de les voir, de voir les personnes fières, de se montrer, d'être en fait dans une profondeur de l'apparence. En fait, c'est ça. C'est des personnes qui ont... Il y a une démarche derrière, il y a une fierté derrière. Ça aide en fait d'avoir ces représentations-là pour nos propres outils à nous. Alors, ça c'est intéressant parce que très souvent, c'est vrai qu'on a été élevé, culture adolescence années 2000, avec l'idée que les réseaux sociaux, les photos, tout ça c'est très superficiel, c'est vraiment la partie de nous la moins intéressante, ça manque de profondeur, ça manque d'authenticité, etc., etc. Je trouve ça intéressant de pointer à quel point on peut en faire un usage extrêmement vertueux. Et là, je me tourne vraiment vers toi, Sacha, qui prend plaisir, je crois, à être sur les réseaux, à interagir avec les gens, que ce soit par le biais de la photographie, par le biais même dans ton apparence, d'avoir toujours une apparence extrêmement travaillée, extrêmement toujours bien maquillée, bien coiffée, bien habillée. Comment
est-ce que la maîtrise que tu as sur ton apparence répond chez toi à une forme à quelque chose de plus profond que de la superficialité? Qu'est-ce que tu aurais à répondre à toutes les personnes qui, de l'extérieur, te diraient que tu es superficielle juste parce que tu prends soin de ton image? Parce que je pense que c'est des trucs que tu t'es déjà pris un peu en pleine figure. Oui, tout à fait. Mais en fait, tout ça vient déjà de mon adolescence, mon préadolescence en fait. Qui se souvient de Skyrock? Oh, Skyrock. Hein? Oh, Ouais. Oh là là. Que celui qui n'a jamais eu Skyrock nous jette la première Skyblog. pierre. Oui, Skyblog, Skyrock, bref. Oui, déjà à l'époque, je prenais l'appareil photo numérique de mes parents, l'appareil photo numérique avec les photos de vacances, hein, et je me mettais en scène, j'adorais me prendre en photo, créer tout un personnage, créer vraiment une ambiance, un mood, et c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. C'est drôle parce que parfois quand je m'habille, j'ai l'impression de m'habiller comme un personnage, de créer à chaque fois des personnages, des histoires, et c'est quelque chose qui me fascine, et je crois que c'est le côté aussi un peu créatif qui s'exprime en fait tout simplement par ma propre apparence, et c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute jeune. Là où c'était compliqué, c'est le rapport avec ma famille. Alors j'adore ma famille. Papa, maman, je vous aime. Mais c'est vrai que pendant cette période où je me cherchais, où je m'exprimais de façon très éclectique, originale, enfin voilà, j'ai reçu beaucoup de jugements de leur part parce que c'est des personnes qui sont très fermées, l'expression qui les caractériserait bien, ce serait pour mieux vivre. Vivons cachés. Vivons cachés, ouais, voilà. Donc, j'ai eu des scènes à la maison quand on a découvert mon Skyblog, c'était compliqué à vivre. C'est vrai que mes parents, de ce côté-là, ont été très bloqueurs, en fait, de mon expression, qui n'avaient qu'une envie, c'était d'exploser. Je voulais vraiment me teindre les cheveux, me faire des piercings, des tatouages. J'ai dû attendre que je sois majeure et que je vive toute seule dans mon appartement pour me faire percer les oreilles. Et je l'ai caché dans les premiers temps parce que si mes parents l'apprenaient, je me faisais, mais alors... Bref, ils ont évolué depuis, ils sont bien plus ouverts sur la question, enfin... J'ai un peu éduqué mes parents sur certaines choses. C'est vrai que parfois, sur les réseaux sociaux, ça peut avoir cet aspect un peu superficiel parce que, bien sûr, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. On montre pas le côté négatif, les complexes, les choses qui nous rongent de l'intérieur. Mais je commence aussi à le faire petit à petit sur les réseaux sociaux. Parce que je trouve que c'est important aussi de montrer que c'est pas juste l'image de l'influenceuse parfaite qui fait des superbes photos avec un make-up on flic. Il y a aussi besoin justement de montrer les flows, justement, les côtés où t'es pas hyper sereine par rapport à ton apparence. Parce que ça rend le tout plus humain et vrai en fait. Et il y a besoin de ça aussi, je pense, sur les réseaux sociaux. C'est important de le montrer que je peux faire des stories en n'étant pas maquillée ou en ayant la tête dans le... Et même moi, ça me met à l'aise au final, sur le long terme, par rapport à ma propre apparence, parce que je reçois des... Tu reçois de l'amour de la part des personnes qui te suivent. Voilà, des commentaires positifs, et je vois que ça plaît du fait que je sois plus vraie sur les réseaux sociaux et plus crue, moins d'artifice. Et c'est assez gratifiant, même si je le fais pas pour être gratifiée ou pour régler mes complexes. Mais je trouve que c'est important aussi de pas forcément montrer que paillettes et highlighter. Voilà. Dans ce que tu dis, ce que j'aime beaucoup et ce qui me parle énormément, c'est que se réapproprier son image et son apparence, contrairement à une logique de la superficialité, ça répond à une logique de l'émancipation. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup qui s'appelle Michel Foucault, qui lui a essentiellement travaillé, qui a énormément travaillé sur la question du corps, en montrant que le corps c'est un organe avant tout politique, parce que toute domination qui s'exerce sur soi de l'extérieur est avant tout une domination sur son corps.
sur son image, sur son apparence, sur la liberté de mouvoir ce corps, de bouger, de se déplacer, etc., etc. C'est quelque chose que j'ai énormément vécu, parce que comme je l'ai dit dans le premier épisode, venant d'une famille évangélique pentecôtiste, voilà, le moindre trait caractériel, entre guillemets, au niveau de l'apparence, était interdit. Ma première grande émancipation quand j'étais ado, ça a été de porter des mitaines. C'est dire si... C'est dire s'il fallait que je me prive dans ce que je pouvais me permettre, quoi. Déjà, porter des mitaines, on regardait ça d'un œil un petit peu... surtout que j'ai eu vraiment une phase assez gothique à une époque, donc forcément, mes mitaines étaient noires. Enfin bon, mais déjà ça, ça suffisait à plusieurs personnes de fusiller un petit peu du regard, hein, on va pas se mentir. J'ai dépassé le stade de la mitaine, encore que, mais disons que j'en ai un peu rajouté depuis. Mais c'est ce que je trouve intéressant dans ce que vous racontez là, c'est que s'approprier et interpréter comme on le souhaite son apparence répond toujours à une forme d'émancipation face à une logique de la norme qui cherche à dominer, en fait, à dominer. Et je crois que Foucault a vraiment très bien montré à quel point, dès qu'on a l'emprise sur l'apparence des gens, on a une emprise qui est en fait beaucoup plus profonde que la simple question de l'apparence, qui entre à l'intérieur même de ce qu'on se permet d'exprimer. Comment est-ce que vous expliqueriez que, en tout cas c'est l'impression que j'ai l'impression que la communauté queer réunit vraiment des personnes pour qui le corps c'est un vrai sujet comme ça, une vraie problématique. Comment vous expliquez que les personnes queer soient autant... et un tel malaise vis-à-vis de la question du corps, qui est autant de TCA, autant de dysphorie, autant de complexes dans les milieux queer. Coco, est-ce que tu aurais par exemple un début de réflexion par rapport à ça ? Comme tu l'as dit à travers Foucault, je pense que c'est vraiment ça en fait. C'est le fait qu'on est quand même dans une société de la domination, clairement, sexiste, raciste, grossophobe, etc. Et en fait, tout ça, c'est des expressions qui passent aussi par une domination du corps. Et en fait, quand on est queer et quand on est trans, on ne rentre pas dans les schémas de domination. Et du coup, ça nous renvoie directement à cette domination qui s'exerce sur notre corps, parce qu'on veut nous faire rentrer dans les cases que la société a établi pour maintenir en place la domination. Et quand on est queer, on dépasse, on ne rentre pas dans ces cases-là, et donc forcément, le rapport au corps va être d'autant plus violent, puisque cette domination systémique sur le corps va être immédiate. Ça va passer par plein de choses. Ça va être les canons de beauté qu'on ne respecte pas. Enfin, de toute façon, personne ne peut les respecter parce qu'elles sont inatteignables. Mais ça va être d'autant plus marqué, je pense, chez les personnes... Enfin, entre autres, chez les personnes queer. Et oui, il y a tout ça qui se met en place. Et il y a le rapport du corps, parce qu'en fait, je pense que ça vient peut-être aussi en Occident des racines chrétiennes qui séparent le corps et l'esprit, et le corps... Enfin, on est dans une espèce d'ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois on sépare le corps et l'esprit, en même temps il y a un culte au corps dans nos sociétés qui est exacerbé. Et je pense qu'en fait, les personnes queer, à mon sens, ont quand même beaucoup plus de connexion entre leur corps et leur psyché. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes trans, enfin, c'est la phrase bateau qui d'ailleurs est très mal faite, de ne pas être né dans le bon corps et toute cette question-là, qui à mon sens, en fait, enfin, directement dans la transidentité, il y a une question du corps qui se pose. Mais c'est pas juste le corps, en fait, c'est refléter l'intérieur par l'extérieur. C'est la question de l'apparence. C'est la question de l'apparence, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que l'apparence. Et on a l'impression... Moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre ces phrases de faut s'accepter tel qu'on est, etc. Alors, faut faire attention avec cette phrase, parce qu'à mon avis, elle est dangereuse. Enfin, elle peut être dangereuse. S'accepter tel qu'on est. Parce que qu'est-ce qu'on entend par ce qu'on est, en fait ?
vouloir modifier son apparence, ça peut aussi être s'accepter tel qu'on est. C'est juste accepter qui je suis à l'intérieur et le mettre en adéquation avec l'extérieur. Donc ça veut pas forcément dire ne pas s'accepter. C'est justement s'accepter tel qu'on est. Il faut faire très attention à ça. De la même manière que s'accepter tel qu'on est, ça peut aussi nourrir des culpabilisations du fait d'avoir des complexes, etc. Où on se dit, mais en fait, j'arrive pas à m'accepter, etc. Et on culpabilise, on rajoute une culpabilisation sur nos complexes, sur nos troubles, etc. qui sont générés par ces questions-là. C'est-à-dire que plutôt que d'oser se transformer, on s'impose d'accepter les choses telles qu'elles sont données et comme on n'y arrive pas, on culpabilise, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Il y a une espèce d'invective à ne pas toucher son corps, à ne pas se modifier, ne pas évoluer, alors que le corps est lui-même tout le temps en train de se modifier et d'évoluer. Enfin bon, Sacha, tu voulais réagir sur ce que dit Coco? Oui, effectivement, parce que moi, étant une femme transgenre, ce que je suis, ce n'est clairement pas... Enfin, ce que je suis à l'intérieur, ce n'est clairement pas l'aspect physique que j'ai pu avoir avant ma transition. Là, je commence à toucher effectivement physiquement cet aspect de qui j'ai l'impression... Enfin, qui je suis à l'intérieur, à l'extérieur. Mais c'est vrai que moi, ça m'a demandé... effectivement, je prends des hormones, donc effectivement j'ai le corps qui change petit à petit, je mets du make-up et je me sens être qui je suis à l'intérieur. Tu as aussi quelque chose à partager sur la question de la façon dont la communauté queer te semble particulièrement concernée par la thématique du corps et de l'apparence? Oui, effectivement. Alors moi, dans un premier temps, c'est vrai que la communauté queer a été une façon très libératrice pour moi de m'exprimer parce que je me sentais enfin à l'aise dans une communauté où je pouvais m'exprimer telle que j'étais, malgré mes complexes, malgré mon apparence physique qui ne collait pas forcément à mon intérieur. J'avoue que petit à petit... du fait que la communauté a été très montrée du doigt et très codifiée, je me suis un petit peu détachée de la communauté queer et en même temps la transition est passée par là entre temps, mais c'est pas pour autant que je me sens autant inclus dans cette communauté trans qui peut être aussi parfois très codifiée par exemple la question du passing. Je pense que c'est intéressant d'en parler aussi. Alors juste pour les personnes qui nous écoutent, le passing, c'est le fait d'avoir une expression de genre qui ne pose pas de questions par rapport au genre qu'on s'est attribué. C'est comme ça qu'on pourrait le définir? C'est ça, à peu près ça, oui. Et c'est vrai que moi je suis un petit peu au milieu de tout ça, puisque ça fait à peine 2 mois maintenant que je suis sous traitement hormonal de substitution. Et j'ai un aspect physique... Alors j'ai toujours eu un aspect physique qui collait plus au code féminin. Mais malgré ça, j'ai encore quelques traits dits masculins justement, avec des pommettes pas forcément aussi développées qu'une femme cisgenre. Et voilà. Donc c'est vrai que je suis un petit peu au milieu de tout ça. Et je me sens pas intégrée à une communauté en particulier. Je suis un peu perdue dans l'espace. J'apprends à aller dans mon propre chemin, à me sentir à l'aise avec mon propre corps, avec tout le processus de la transition. Je suis toujours en processus et je vais y être pendant un petit bout de temps, je pense. Mais c'est vrai que la question des communautés, effectivement, ça peut autant nous soulager par rapport à notre aspect physique, comme souligner nos complexes et les choses qui peuvent ne pas forcément coller en fait à la description ou au canon effectivement de ces communautés-là. Perso, j'avoue que la commu queer, elle m'a quand même aidé au niveau du rapport au corps à plein de niveaux. Déjà, j'ai jamais vu autant de gens que dans la commu queer accepter de jouer avec leur corps, de s'amuser de leur corps, d'avoir de la créativité à partir de leur corps, peu importe de quoi a été fait ce corps. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup trouvé dans la commu queer, c'est des représentations, comme disait Coco Chapeau tout à l'heure,
très variée des différents corps qui existent, mais aussi des différentes expressions de genre qui existent, des différentes manières d'être au monde par le biais de l'apparence. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément soulagé. Je trouve aussi que la commu queer, elle a une attention assez particulière comme elle a une attention assez particulière à tout ce qui est de l'ordre des complexes, des troubles mentaux, il y a quand même une grande vigilance qui est faite dans les interactions, je trouve, vis-à-vis des personnes notamment qui peuvent souffrir de TCA ou ce genre de choses. Maintenant, la question du passing, par moment, peut-être que les personnes radicalement non-binaires ont tendance à voir d'un mauvais œil le fait de rechercher un passing à tout prix. Le fait de vouloir s'identifier quelque part à des personnes cis. Et je ne sais pas comment vous le percevez vous, mais par moment je peux avoir le sentiment qu'il y a une certaine dureté à ce niveau-là entre d'un côté des personnes qui vont se sentir légitimes uniquement avec un passing en béton, et de l'autre des personnes qui vont trouver ça un petit peu politiquement maladroit de vouloir renforcer, entre guillemets, des normes de genre en termes d'expression de soi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Coco ? Oui, c'est vrai que la question du passing est assez clivante, j'ai l'impression, dans la commu queer, parce que ça englobe pas mal de choses. C'est-à-dire que on a conscience des rapports de domination des dominations sexistes, en fait, dues à la binarité de genre que ça permet. Et c'est vrai que l'expression de genre et l'identité de genre non binaire cherche à s'affranchir de ça. Et il y a ce côté militant et politique à cet endroit-là. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention sur la question du passing, parce qu'en fait, on est tous différents. Et en fait, ça englobe énormément de questions. Et c'est vrai que on peut avoir ce regard critique sur le fait qu'une personne cherche à avoir un passing. Mais faut se rappeler aussi que en cherchant à critiquer et à invectiver les personnes qui peuvent avoir ou vouloir un passing, il y a aussi du coup une dimension de contrôle du corps de l'autre. Donc à mon sens, sur ce terrain-là, il faut être quand même assez vigilant et vigilante et ne pas essayer de juger à l'emporte-pièce, parce que il y a aussi toute la question de la dysphorie de genre qui rentre dans l'équation. Et en fait, pourquoi une personne va vouloir avoir telle ou telle expression de genre, que ça soit avec un passing cis ou non, la question centrale, c'est d'être bien avec soi. Et à mon sens, ça peut être critiqué et critiquable, mais je ne pense pas qu'une personne qui cherche à avoir un passing cherche nécessairement à renforcer la domination de genre. Je veux dire, il y a des femmes cis qui n'en sont pas moins féministes et qui luttent contre la domination de genre. Donc pour moi, c'est pas antinomique. En fait, il faut juste... Enfin, c'est la question bateau de laisser les gens un peu tranquilles, quoi. Enfin, d'être dans une acceptation de l'autre, quelle que soit son apparence, que ça soit androgyne, que ça soit non-binaire, que ça soit avec un cis-passing ou non, en fait. Le but dans tout ça, c'est d'être à l'aise avec soi-même. Parce que comme on l'a dit, le corps, c'est pas juste le corps, ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc une personne, par exemple une femme trans qui a besoin de s'épiler, d'avoir recours au laser ou à une prise d'hormones, c'est totalement ok. Tout comme, en fait, c'est pas une nécessité, parce que ça, il faut pas aussi oublier qu'à l'inverse, la société cis cherche aussi un contrôle des corps par le fait, j'ai plein de témoignages de personnes à cet endroit-là, où on cherche, le corps médical cherche à imposer le passing. Donc, en fait, il y a un peu cette double injonction, c'est-à-dire que dans une certaine partie de la communauté queer, en fait, il vaut mieux pas avoir de passing, et puis dans une autre partie de la communauté,
et surtout dans la communauté cis, il faut l'avoir, ce passing. Donc c'est très complexe à sortir de ces injonctions-là. Moi, par exemple, à mon endroit, je me considère transféminine, mais je suis à l'aise, pas totalement, mais à certains endroits, sur ma pilosité et sur d'autres choses, sur d'autres aspects de mon corps qui sont rattachés à du masculin et d'autres choses qui sont rattachées à du féminin. Et cette ambivalence-là, moi, me convient sans que ça ne me pose question sur l'affirmation à être une personne transféminine. Je pense que la base, c'est le respect et l'écoute, et quelle que soit la volonté de la personne, c'est son choix, en fait, et ça ne... Enfin, oui, il y a toujours un côté politique à nos identités, mais c'est tout aussi politique d'être une femme trans ou un homme trans avec des prises d'hormones ou autres, avec des modifications de son corps qui passent, par exemple, par le médical, tout comme c'est complètement ok aussi d'être une personne trans, non-binaire ou féminine ou masculine, sans passer par des modifications du corps médical. C'est ok, et ça reste politique aussi. C'est ça, les deux sont politiques et les deux sont importants à mon sens et apportent sur la pluralité des parcours, sur la pluralité des corps justement, qui est toujours bon à avoir. Sacha, je te voyais réagir quand Coco parlait. Oui, effectivement. Moi, c'est assez drôle parce que je me suis pendant longtemps définie en tant que personne non binaire. Et c'est vrai que depuis ma transition, j'ai développé certaines dysphories de genre que je n'avais pas au préalable. Justement, peut-être un peu par rapport à la société dans laquelle on évolue. C'est vrai que je me sens très mal à l'aise si maintenant j'ai un peu de pilosité faciale qui pourrait transparaître en dessous du maquillage, et c'est quelque chose que je n'avais pas au préalable. Alors oui, ça vient peut-être du regard extérieur par rapport à la société qui nous entoure, mais également de ma propre image que je me fais de moi, de ma propre personne en réalité. C'est un combat, c'est vraiment un combat de tous les jours parce que je sais pas trop où me positionner justement à ce niveau-là, si c'est réellement dysphorie de genre ou plus par rapport à ce regard des autres. Je pourrais même pas m'exprimer ou dire ce qu'il en est au niveau de ce sujet, mais je pense que c'est aussi un cheminement de pensée qui vient aussi de ma propre sécurité, parce que j'ai envie d'avoir un bon, j'aime pas ce mot, mais un bon passing pour qu'on m'embête pas en fait dans la rue et que je puisse vivre une vie normale en fait, tout simplement. Ça, c'est intéressant parce que du coup, si je suis bien ce que tu dis, quand bien même on sait ce que subissent les femmes, même les femmes cis, au quotidien, dans la rue, en termes de harcèlement de rue, etc., etc., tu te sens plus en sécurité dans ce rôle que dans celui d'une personne identifiée comme transgenre pour ta sécurité. Tu penses que ça t'expose davantage à de la violence, le fait d'être perçu comme transgenre? Ah oui, clairement, clairement. Et puis, on le voit même dans l'actualité, hein, le nombre de personnes, principalement aussi des femmes transgenres, qui se font agresser, violenter, tuer même. C'est apeurant. Et forcément, oui, j'ai peur pour ma propre sécurité quand je sors à l'extérieur. Il suffit que je me sente pas forcément à l'aise par rapport au maquillage que j'ai mis, où j'ai l'impression qu'on voit un petit peu l'ombre d'une pilosité faciale. Et oui, forcément, j'ai peur pour ma sécurité, peur qu'on vienne m'embêter, m'agresser ou que sais-je. Et c'est pour ça aussi que cette question de passing, malheureusement, est centrale dans ma transition en fait. On a déjà abordé pas mal de sujets jusqu'ici. Il y a une question que j'aimerais vous poser, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, notamment par le biais des réseaux sociaux et de toute l'information qu'on peut y trouver. Il y a une grande vague aujourd'hui de body positivity.
qui fait jour et qui permet à des personnes qui, à une époque, n'avaient pas ce qu'on appelle le petit privilège, de pouvoir s'exprimer et que ces personnes maintenant peuvent montrer à quel point elles aussi sont belles, telles qu'elles sont dans leur interprétation de leur morphologie, etc. Est-ce que ce mouvement de positivité du corps, c'est quelque chose qui, vous, dans vos parcours, vous a porté, vous a aidé et vous a permis de dépasser un certain nombre de choses? Oui. Moi, ça m'a beaucoup aidé de voir que... oui, c'est ça, c'est vraiment de prendre le contre-pied de ce qui se faisait traditionnellement sur les réseaux. C'est-à-dire que les réseaux, pendant un long moment et encore aujourd'hui, véhiculent des images de standards de la beauté. Mince, valide, blanche, etc. Et c'est vrai que le fait de voir d'autres corps, d'autres morphologies, ça aide à prendre conscience de la pluralité des corps et donc ça aide aussi à voir que notre corps il ne peut pas rentrer dans une case stéréotypée, dans un moule, parce que tous les corps existent et le fait que ça soit montré de manière améliorative et non plus péjorative, ça aide énormément. Et moi, par exemple, ça m'a aussi aidé à me remettre en question par rapport à mes complexes, par rapport, par exemple, au fait que je sois une personne mince. De me rendre compte que, mais vraiment, de schémas systémiques, par exemple, grossophobe ou validiste, et de me dire qu'en fait, de ce point de vue-là, je suis une personne privilégiée. Et alors, ça n'invalide pas le complexe, parce que c'est un ressenti, le complexe, mais ça m'a quand même aidé à en prendre conscience et du coup à le voir différemment. Et du coup, je pense que effectivement cette mouvance-là est quand même assez positive. Après, le problème, c'est que c'est récupéré par le capital, etc. Parce qu'ils ont remarqué que ça marchait bien et que donc du coup, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses sur le body positive qui en fait n'en est pas. C'est comme l'injonction à aller bien... mentalement, là, on nous impose à aimer son corps. Oui, il faut tendre vers ça. Maintenant, il faut faire attention. C'est aussi OK d'avoir des complexes, de vivre des oppressions, de pas être toujours au top, d'avoir des doutes, des peurs, des craintes, etc. Et c'est aussi OK. Et il faut aussi prendre le temps pour soi. Et il faut pas non plus tomber à l'inverse dans une espèce de course à vouloir absolument s'aimer soi-même. Faut prendre le temps et faut prendre soin de soi au sens propre du terme. Oui, c'est bien vrai parce qu'effectivement, avec cet aspect très body positivity, on en vient presque à culpabiliser du fait qu'on vit toujours dans le complexe et c'est très bizarre comme sentiment puisque tu vois toutes ces personnes s'accepter telles qu'elles sont, vivre leur meilleure vie, mais toujours à travers les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça revient à ce que je disais, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux sociaux. Mais comme ce que disait Coco, c'est OK de vivre avec des complexes, c'est normal, tout le monde, quasi tout le monde en a. Et il n'y a pas à culpabiliser de ne pas être à l'aise avec ses complexes, avec son corps. C'est bien de vouloir tendre vers l'amour de soi et de son corps. Maintenant, on est humain et on est faillible et ça fait aussi partie de nos forces que d'avoir ces failles-là, d'avoir ces faces qui sont plus sombres, plus dérangeantes, en fait. Mais qui aussi qui nourrissent énormément. Imaginons que j'étais Scandale la bonne fée et que je vous remettais... une baguette magique qui vous permet de modifier un vecteur dans la société ou de créer quelque chose ou de faire disparaître quelque chose dans la société qui, selon vous, permettrait de vivre la réalité du corps de façon plus apaisée pour tous. Qu'est-ce que vous feriez En fait, c'est toute la société qu'il faudrait changer. Et ce véhicule... Tout cramer. Tout cramer. Anarchie.
Non, mais je pense que c'est aussi tout ce véhicule sur les idées préconçues, des canons de beauté, de cet aspect très stéréotypé, normé, de ce à quoi on doit ressembler pour être défini en tant que beau, belle. Les réseaux sociaux en font grandement partie aussi, hein, faut pas se mentir. Mais si je peux me permettre, juste pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, je trouve que ce qui au début a pu être un peu problématique avec les réseaux sociaux, c'est que dans un premier temps, ils découlaient des médias, de la télé en fait. Et donc ça a gardé pendant longtemps ce côté-là de montrer un stéréotype de la beauté. Il faut quand même rappeler que par exemple, il suffit de regarder les séries dans les années 90, enfin 80-90, même début 2000. C'était quand même, on nous faisait quand même croire quand on était ado, les acteurs et les actrices qui jouaient des ados, c'était des personnes qui avaient 20 ans et plus, donc déjà une morphologie d'adulte, et puis une morphologie d'ado, donc une sexualisation du corps. C'était des personnes minces, des personnes blanches, enfin voilà, il y a eu tout un stéréotype qui a été véhiculé par la télévision, qui s'est poursuivi dans les réseaux sociaux quand ceux-là se sont mis en place. Et aujourd'hui, le pouvoir qu'a les réseaux sociaux, c'est que contrairement à la télévision, qui est dirigée par une minorité de personnes qui elle décide ce qui est montré et ce qui n'est pas montré, les réseaux sociaux, c'est l'affaire de tous. Et donc, du coup... C'est nous qui décidons, en fait. Qui décidons ce qu'on montre et ce qu'on a envie. Et c'est aussi en ça, je pense, qu'aujourd'hui, ça change. Et on le voit même au niveau artistique. Au début, il fallait passer par les grandes maisons de disques, etc. Aujourd'hui, on arrive à se lancer dans... Enfin, ça reste très compliqué de vivre artistiquement, mais on arrive à se faire connaître aujourd'hui sans passer forcément par une grande maison de prod qui va imposer ce qu'on doit faire, etc. Enfin, c'est aujourd'hui, il y a quand même un balancement. Est-ce que vous avez l'impression, vous, dans vos interactions sociales, alors, question un peu piquante, mais de parvenir à vraiment être sans jugement vis-à-vis de l'apparence des gens et vis-à-vis de leur corps? Est-ce que vous avez l'impression que au quotidien, vous parvenez à entrer en contact avec l'autre de façon équanime, indépendamment de son apparence? Ou est-ce qu'il n'y a pas des résidus ou de jugement ou d'a priori qui restent selon que la personne va être ou non racisée, va être ou non mince, va être petite ou grande, avoir des cheveux raides ou bouclés, ou avoir une apparence soignée ou négligée? Est-ce que vous avez l'impression vous-même que c'est devenu naturel d'être ouverte à l'autre indépendamment de tous ces critères-là, ou est-ce que le conditionnement social n'est pas à ce point ancré dans nos esprits qui continue de nous imposer des choses qu'on doit continuer de déconstruire au jour le jour de votre point de vue? Sacha, peut-être? Compliqué comme question. C'est compliqué, mais j'ai envie de dire que je tends justement à déconstruire tout ça, mais il y a certains moments, quelques résidus, effectivement. Même si, de base, je suis quelqu'un qui est ouverte à tout type de rencontres. 36-15, on vous passera Sacha téléphoner. Ça, c'est fait. Le podcast prend une autre tournée. Speed dating avec Sacha Rosalie-Slav. Bonsoir, bienvenue. Moi qui ai été victime justement de personnes qui ont pu me juger aux premiers abords avant de me connaître, je ne tends pas à faire la même chose en fait avec les personnes que je rencontre, peu importe leur aspect physique ou leur expression. Même si effectivement oui il y a quelques résidus parfois parce qu'on a été conditionné effectivement par la société vers ces grilles de lecture. Mais non, effectivement, ayant été dans le cas où j'ai été jugée, non, je ne tends pas vers ça, pour ma part. Coco ? C'est très complexe parce que oui, je rejoins Sacha de vouloir tendre vers l'acceptation des personnes, quelle que soit qui qu'elles soient. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui a changé
et ce qui change aujourd'hui, c'est que j'arrive à conscientiser les schémas que je peux avoir. Pas systématiquement, il y a encore du boulot et je pense que ça me prendra une vie de le faire, mais mes billets grossophobes, validistes, racistes, agistes, etc., etc., en fait, on se rend compte, quand on commence à vraiment prendre ces questions-là à corps, de voir à quel point on est complètement pétri de tous ces schémas-là qui sont nocifs pour l'acceptation de l'autre, et pourtant on a l'impression qu'on est tolérant et tolérante, qu'on veut aller vers l'acceptation, et je me rends compte, moi, de plein de billets que j'essaye de gommer, mais que je peux encore avoir, mais des fois c'est même pas des... C'est-à-dire que je vais pas insulter quelqu'un, le brimer ou quoi, mais des fois ça se joue juste à un cheminement de pensée où je me dis pourquoi j'ai instinctivement cette pensée-là qui me vient. Pourquoi instinctivement avec ce type de personnes je vais être mal à l'aise, je vais être sur la défensive, etc., etc. Et en fait, je me rends compte qu'on a énormément de schémas qui nous tiennent. Je pense qu'il faut être humble, c'est compliqué de s'en défaire. Par contre, autant il faut être humble, autant il faut continuer à lutter contre soi-même, contre ces biais-là, parce que c'est important à mon sens. Et donc je m'efforce le plus possible d'évincer ça et de voir la personne telle qu'elle est, au-delà des prismes et des représentations que la société m'a données. Écoutez, moi ça me fait très plaisir de vous écouter sur tout ça. Une des choses qui me fait peut-être le plus plaisir, c'est que j'ai en face de moi deux personnes, on va pas se mentir, assez privilégiées sur le plan de l'apparence, vous l'avez rappelé vous-même, vous êtes cute, vous êtes des personnes en plus blanches, vous êtes des personnes minces, vous êtes des personnes, enfin voilà, vous avez un petit privilège qui est évident. Et pourtant, malgré ça, vous vous êtes exprimé avec énormément de sincérité sur la vulnérabilité qui est malgré tout là, et les complexes qui sont malgré tout là, et ça nous permet de rappeler à chacun et à chacune que nos complexes n'ont rien d'objectif, que tout ça ce sont des constructions sociales, ce sont des traumas, ce sont des discours intérieurs qui peuvent être extrêmement sournois dans la façon dont ils se construisent, mais que en aucun cas ils ne reflètent réellement l'image qu'on renvoie. Moi je suis sidéré du nombre de personnes que j'ai croisées qui m'ont donné des sentiments d'avoir une incroyable confiance en soi, de rayonner, etc., etc. Et en creusant un peu, je me suis aperçu que même ces personnes-là, il y avait un conflit intérieur, il y avait une lutte contre soi-même, et je trouve que parler de cette vulnérabilité-là et l'exprimer, c'est super important, parce que je pense que ça nous renvoie à notre condition humaine, de personnes vulnérables, de personnes qui évoluent dans une société qui, il faut bien le dire, est parfois hostile, et dans laquelle c'est quand même compliqué d'évoluer. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir exprimé tout ça. Il y a sans doute des personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent dans certaines choses qu'on a exprimées jusqu'ici, que ce soit les problèmes de dysphorie, des problèmes proprement d'apparence, des troubles alimentaires, des complexes, des personnes plus ou moins jeunes qui nous écoutent et qui peuvent se retrouver dans tout ça. Qu'est-ce que vous auriez chacune à leur exprimer, peut-être pas pour les apaiser, parce que c'est prétentieux d'imaginer qu'on va être capable d'apaiser les gens, mais pour les faire réfléchir, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces personnes? Coco, peut-être? De ramener de la douceur envers soi, parce que comme tu l'as dit, Scandale, le monde est déjà assez hostile. On peut être très violent et violente avec soi-même face à nos complexes, face à nos représentations de nous-mêmes. Et pour moi, l'un des points qui peut aider, c'est justement d'amener de la douceur. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comment dire? On est souvent en lutte contre soi-même face à notre corps.
que ce soit parce qu'on vieillit, parce que... Enfin, chacun a ses raisons et ses ressentis, et souvent on ajoute à ça de la culpabilisation et une forme de violence qu'on a envers nous-mêmes. Et je pense que ramener un peu de douceur, surtout en plus quand on n'en a pas forcément de l'extérieur, ben ça peut aider. Alors c'est pas évident d'avoir de la douceur pour soi-même quand on n'en a pas des autres, mais de se dire ben c'est ok en fait. Sacha? Moi j'aime bien ce que dit Coco justement, s'apporter de la douceur, c'est un peu ce que je pense aussi. J'ai eu tendance à être très, très dure avec moi-même pendant des années, et je sais ce que c'est que de vivre complexé et de s'interdire beaucoup de choses par rapport au rapport de notre propre corps. Mais oui, ça menait de la douceur et du temps aussi, pour comprendre et savoir vers où on va. En fait, oui, l'acceptation, c'est un long chemin. L'acceptation de soi et de son corps, c'est un long chemin qui est dur, qui est difficile, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, de soi à soi, des autres à soi, de soi aux autres, etc. Puis c'est jamais fini, vu que le corps arrête pas de se transformer, il faut toujours refaire les mises à jour. Et puis, il y a tellement de... En fait, c'est ça, c'est de se rappeler que tout ce qui nous constitue, il y a cette ambivalence de... Il y a des choses, des éléments que je ne choisis pas et que je ne maîtrise pas, et il y en a d'autres sur lesquels j'ai un levier d'action. Et en fait, je pense que ce qui peut aider, c'est d'avoir cet équilibre et cette conscience de quels sont les leviers que j'ai et que je veux, parce qu'on n'est pas obligé, et qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Qu'est-ce que je peux changer et que j'ai envie de changer, et qu'est-ce que je ne peux pas changer, et comment composer avec. Et là, oui, ce qui peut aider, c'est de la douceur envers soi-même, mais aussi de s'entourer. Alors, quand je dis entourer, c'est au sens large. Comme on a beaucoup parlé des réseaux sociaux, il y a plein de comptes aujourd'hui où il y a des personnes qui font un travail formidable sur une acceptation de soi, mais qui n'est pas dans une espèce d'injonction à aller bien, mais d'avoir tous ces contenus-là, ces ressources, enfin c'est ça, c'est de trouver aussi des ressources extérieures quand nous on n'a plus de ressources en soi pour pouvoir continuer le chemin. De s'entourer aussi dans notre cercle proche de gens qui vont nous faire du bien, qui vont nous accepter, qui vont mettre en valeur nos qualités, etc., etc. Et puis de se dire que oui, effectivement, c'est un long chemin, mais que la plupart des personnes deal avec ça, et que c'est normal, c'est ok. C'est dur de dire qu'il ne faut pas en faire sa priorité, de ne pas mettre l'accent sur tous ces complexes, tous ces aspects qui peuvent nous déranger, parce que je sais à quel point ça peut faire partie très présente et intégrante de notre vie. C'est un parcours, c'est un process. Tout le monde deal avec ça. Et surtout, boire beaucoup d'eau, méditer et manger sainement, voilà. Et toi, Scandale, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, enfin à quelques-unes? Alors, moi déjà, je vous rejoins évidemment sur tout ce que vous avez dit. Je suis totalement d'accord avec toi, Sacha, sur le fait que c'est pas un aspect des choses à négliger. Quand on rentre en contact avec quelqu'un, la première chose qui est perçue par cette personne, dans la vraie vie, pas sur les réseaux, mais c'est quand même notre apparence. Donc ça détermine énormément de choses. Niveau pratico-pratique et concret, moi, quelque chose qu'on m'a soufflé un jour, et honnêtement, je l'avais pris par-dessus la jambe et j'avais pas perçu à quel point ça pouvait m'aider, c'est de se regarder. Je pense que nos complexes et nos difficultés viennent très souvent du fait qu'on ne se regarde pas, mais on se représente soi-même, tel qu'on s'imagine qu'on est perçu. Le fait de se prendre en photo, de se prendre en vidéo, même si c'est pas pour les partager, si c'est juste pour soi-même, on appelle ça le body check, de réussir à se voir de l'extérieur, d'oser se regarder d'un point de vue extérieur qui ne sera plus seulement
notre subjectivité, notre représentation, mais l'œil de la caméra devient une espèce d'œil de l'extérieur à partir duquel je peux voir tel qu'on me voit. Et ben mine de rien, le body check, ça change beaucoup de choses. Moi, j'ai connu plusieurs personnes qui couvraient les miroirs chez LE, qui osaient jamais se regarder, et ben à un moment donné, même dans l'intimité, si on est seul et que c'est que de nous à nous-mêmes, bah, se prendre en photo, se prendre en vidéo, se mettre en scène avec des vêtements, prendre des attitudes, etc., etc., ça nous permet de prendre conscience de ce que les autres voient quand ils nous voient. Et très souvent, je trouve que ça permet de lisser un petit peu la dureté qu'on a dans ce qu'on imagine, qu'on renvoie comme image. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose... on peut y ajouter en plus beaucoup de créativité, beaucoup d'humour, beaucoup d'amusement. Enfin voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très... qui est d'ailleurs pas tout à fait étranger à l'art du drag, et donc ça me parle beaucoup. Donc voilà, créativité, s'amuser et oser se regarder, et c'est peut-être là qu'elle est aussi la douceur, c'est quand on arrive à regarder et à apprendre à aimer ce qu'on voit. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, les girls. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Instagram, on partage plein de choses, dont nos performances, des petites vidéos rigolotes, et puis que du love sur vous. Des bisous, nougatines veloutées et paillettes partout. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour vous tenir informé des prochains épisodes. Et comme l'a dit Sacha, effectivement, sur les réseaux sociaux, on essaye d'être quand même assez présente. Donc, go check tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous entourent. Et quant à nous, on vous dit à très bientôt. Bisous. Not all queer. La décadence. Not all queer. La décadence. Not all queer.